Merci. Bah, alors tout est dit. En fait, je suis effectivement le directeur de la recherche d'Orange. Orange, opérateur que vous connaissez, j'espère, et qui a à peu près 600 personnes, dont 140 doctorants, qui font de la recherche sur toutes les technologies des télécommunications, dont en particulier les fibres optiques, mais pas que. Et donc, bonsoir, je suis là pour vous parler de quelque chose qui est plutôt un intérêt personnel, un peu historique, et puis l'histoire des techniques m'intéresse beaucoup. C'est l'histoire qu'on a intitulée Les routes marines de l'Internet. Internet que vous utilisez, j'imagine, très souvent. Alors je commence par cette image parce que si vous étiez promené sur les plages, soit en Bretagne, soit sud Cornouailles, donc autour de la Manche entre 2012 et 2015, vous aviez une chance de trouver ces briques. Ces briques, un peu bizarres, d'ailleurs les gens les ramassaient parce que c'était marqué dessus un sigle mystérieux, Chip et Tir. Et il y a même eu un groupe Facebook se créant pour résoudre le mystère de Chip et Tir. Qui est Chip et Tir? Pourquoi ces briques? Et alors, il y a des tas de théories. Vous allez sur Internet, vous allez trouver ces théories qui circulent. En fait, ces briques sont des briques qui sont remontées à partir de bateaux naufragés. Et ces bateaux contenaient un matériau qu'on appelle le gutta percha. Gutta percha qui est issu d'une plante, une plante qu'on trouve en Indonésie, dans la région et qui en fait, pourquoi je vous parle de ça? Vous dites, on s'est trompé de conférence, là, je vous parle de biologie, route marine de l'Internet. En fait, c'est le premier matériau qu'on a trouvé historiquement capable d'isoler correctement et durablement deux fils conducteurs pour les mettre sous l'eau. Avant, on savait faire du télégraphe aérien, donc voilà, on savait envoyer des messages de Londres au nord de l'Écosse. Mais chaque fois qu'on mettait un câble télégraphique sous l'eau, en essayant d'isoler les deux conducteurs, au bout d'un certain temps, la mer faisait son travail et c'était faux contact et donc terminait le câble. Donc ce matériau, qui venait d'une plantation en Indonésie qui s'appelait Chipetir, d'où la marque sur les briques, et qui était commercialisé par une compagnie du Gutta Percha, Gutta Percha qui servait par ailleurs à faire des tas de choses. Par exemple, les balles de golf ont été faites pendant des années en Gutta Percha, pendant une quarantaine d'années, et puis d'autres choses aussi. Et si vous lisez Jules Verne et vous vous rappelez de 5 semaines en ballon, vous devez vous rappeler que le ballon était isolé pour que l'air chaud ne quitte pas le ballon, était isolé aussi en gutta percha. Voilà pour ma petite introduction. Alors, grâce à ce verrou technologique qui était levé, nous avions un isolant de très bonne qualité et qui, plus vous le mettiez dans l'eau, plus il était isolant, ce qui est quand même plutôt pas mal. Eh bien, en 1850, a été posé le premier câble télégraphique sous-marin. Il était entre la France et l'Angleterre, vous voyez le symbole. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les pays s'aimaient particulièrement, c'est parce que la distance était quand même pas très longue. Et donc on a pris un bateau à vapeur, on a tiré un câble sous-marin et on l'a fait atterrir partant d'Angleterre vers la France. Et le soir même, le câble atterrissait et le premier message télégraphique, était transmis. Alors c'était un télégraphe particulier puisque ce n'était pas le télégraphe qu'on connaît où on transmet des zéros ou des 1, hein, des traits ou des points. Les petits dessins que vous voyez ici sont les matériaux d'émission et de réception. Et donc, on transmettait des symboles sur une roue comme ça, A, B, C, D, E, F. Donc, il fallait un peu de temps pour faire tourner la roue jusqu'à une lettre. Et puis après, on recommençait jusqu'à une autre lettre. Et le cachet que vous voyez ici, si on le lit, on voit que c'est le Submarine Telegraph Company. C'est le cachet de la compagnie qui a exploité ce premier câble. Premier câble qui est tombé en panne très très vite, je crois au bout de 3 semaines, parce que voilà, il y avait quand même quelques problèmes techniques. Je vous présente maintenant le personnage clé pour le câble transatlantique. Ingénieur, Cyrus Field, qui a commencé à investir aux États-Unis sur des câbles télégraphiques terrestres, et qui un jour, maintenant qu'on savait faire des câbles sous-marins, s'est dit on va faire un câble transatlantique relier l'Europe et les États-Unis d'Amérique par le télégraphe. On trouve d'ailleurs son nom, Cyrus Field, dans un autre livre du Jules Verne qui s'appelle L'île flottante, La ville flottante, pardon. Et dans la liste des invités prestigieux qui vont sur ce bateau, il y a Cyrus Field, cet entrepreneur, ingénieur qui a financé la première tentative de câble transatlantique.
Alors, bien sûr, on fait travailler les ingénieurs, bien sûr, on trouve la route la meilleure, passant par Terre-Neuve, où presque tous les premiers câbles de transatlantique passent par Terre-Neuve, parce que c'est un point avancé, et évidemment, il y a le câble continu pour rejoindre les États-Unis, et atterrissent, dans ce cas-là, en Irlande. Et ensuite, vous avez des petits câbles qui étaient déjà posés pour faire l'Irlande, l'Angleterre, puis le câble transmanche qui ramenait le signal en France. Et ce câble a été posé en 1857. Alors on a pris 2 bateaux, un qui partait à chaque bout, et puis on a épicé, recollé les 2 morceaux de câble à l'arrivée. Alors ça a été toute une aventure parce que c'est la première fois, le navire câblier n'existait pas, donc on a converti des bateaux en navires câbliers. Et on voit là sur ces gravures d'époque à la fois le dévidoir qui permet de tirer le câble, qui est enroulé dans la soute, et on voit aussi la structure du câble. Et cette structure de câble, elle a très peu changé par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. J'ai amené des exemplaires que vous pourrez regarder tout à l'heure. Donc on a une armature métallique à l'intérieur de laquelle il y a un isolant. L'armature métallique, c'est pour la solidité. Et à l'intérieur de l'isolant, vous aviez des conducteurs permettant de faire passer le télégraphe, des conducteurs métalliques, avec 1 circuit, 2 circuits, 3 circuits. Là, on pouvait en mettre plus ou moins. Donc 1857, première pose d'un câble télégraphique transatlantique. Alors évidemment, on peut imaginer l'envie d'inaugurer en grande pompe ce premier câble. Et effectivement, alors là, il y a des détails un petit peu sur la cale du bateau. Donc la cale du bateau, vous voyez des marins en train d'enrouler les milliers de kilomètres. Il faut imaginer traverser l'Atlantique, quelques milliers de kilomètres. Donc même si on divise en deux en disant je prends 2 bateaux qui font que la moitié, il faut quand même enrouler 2000 ou 3000 kilomètres de câble dans la cale. Et donc ça se fait et ça prend du temps. C'est une profession qui existe toujours. Donc je vous montrerai des images plus modernes tout à l'heure. Cette belle profession, ça s'appelle des lovers, pour lover les câbles dans les soutes de bateaux qui transportent les câbles sous-marins. Et vous avez une autre image que j'ai sortie d'un journal de l'époque. C'est intitulé The Atlantic Telegraph, le télégraphe atlantique. Alors j'aime bien parce qu'on voit évidemment le câble au fond de la mer. On voit England et United States, l'Angleterre, les États-Unis, et on voit qu'évidemment, le câble transatlantique, rameau d'olivier, n'est là que pour apporter la paix et la sérénité et le commerce entre les nations. Il y a quelques crânes qui traînent aussi au fond de la mer, donc on peut s'imaginer que l'imaginaire de l'époque du fond des mers, de quoi il était. Donc ce câble de 1857 a été en fait inauguré en 1858 par belle inauguration, puisque nous avions la reine Victoria qui a pu transmettre un message au président des États-Unis de l'époque, qui s'appelait Buchanan. Et on a gardé évidemment réponse dans l'autre sens. On a gardé trace de ces 2 messages. Alors, je vous ai mis ces messages en anglais, langue des interlocuteurs. Et c'est tout au sujet de l'amitié, de la télécommunication entre les nations de part et d'autre de l'Atlantique. Le câble, le télégraphe va amener l'amitié entre les nations, diffuser la religion, la civilisation, la liberté, la loi à travers le monde. C'est un beau programme qui était celui de ce premier message. Alors, petite anecdote, ce message n'est pas très long. Vous avez à peu près 200 caractères. C'était du morse, transmission en morse sur ce système-là. Il a fallu 16 heures pour transmettre l'aller-retour. Voilà, 16 heures, parce que le câble était très long. Il faut envoyer un signal très puissant pour, avec les atténuations, traverser quand même les milliers de kilomètres d'océan. Et donc, au bout de 16 heures, on avait l'aller et la réponse. Donc, c'était commercialement compliqué parce que 16 heures pour transmettre un message aussi court, c'était réservé aux rois et aux reines, mais ce n'était pas pour les businessmen et encore moins pour envoyer du courrier du cœur des 2 côtés de l'Atlantique. Donc l'ingénieur qui s'occupait de ça se disait, et ça c'est une préoccupation qui a été constante pendant un siècle, 2 siècles maintenant presque, 1 siècle et demi, c'est comment je fais pour augmenter le débit. Comment je peux augmenter, faire plus de mots par minute, plus de signes par seconde, de façon à écouler plus de trafic pour avoir plus de business. Alors à l'époque, on n'avait pas d'autre solution pour aller plus vite que d'augmenter un peu les voltages. Donc il a fait des expériences, il a augmenté un peu les voltages pour envoyer un signal plus fort, de façon à ce que les détecteurs réagissent plus rapidement et de façon à ce que les messages puissent passer encore plus rapidement. Et ce qui devait arriver arriva.
Au bout de 20 jours, il a atteint 2000 volts et le câble a fait un court-circuit et est devenu mort. Premier câble transatlantique, des milliers de kilomètres de cuivre, des efforts inhumains pour arriver à tendre ce fil. Il y a eu plusieurs fois, il était rompu, il était recollé, etc. Et au bout de 20 jours, il tombe en panne, définitivement. Parce qu'à l'époque, on ne savait pas les réparer à 3000 mètres de fond, donc on a dit, bah voilà, ça n'a pas marché. Du coup, M. Cyrus Field, c'est quand même la beauté de ces entrepreneurs qui dépensaient de l'argent vraiment en investissant sur une technologie qui était non prouvée, on va dire. À preuve, elle a failli cette technologie au bout de quelques jours. Eh bien, ne se décourage pas, reconvainc des banquiers que oui, on va mieux faire la prochaine fois un câble plus solide, trouver un meilleur bateau, etc., etc. Deuxième tentative, 1866. Il a fallu quand même 8 ans pour reconvaincre les banquiers, et fabriquer de meilleurs câbles. Deuxième tentative, 1866. Un bateau qui était un paquebot, un des plus grands paquebots jamais construits antérieurement. Il s'appelait le Léviathan. Et là encore, on en trouve mention dans Jules Verne, qui était converti sous le nom de Great Eastern en navire câblier. Donc vous voyez que c'est un navire avec des roues à aubes. On est avant les hélices et avant les navigations transatlantiques qu'on connaît. Et vous avez aussi à droite l'image du treuil qui permet de dévider le câble. Et donc cette nouvelle tentative d'un câble plus solide est couronnée de succès. Et en 1866 s'installe la première liaison télégraphique commerciale permanente entre l'Europe et les États-Unis, puisque de l'Angleterre, on pouvait ensuite rayonner sur toute l'Europe. Alors un petit zoom à gauche sur l'usine qui fabriquait les câbles, parce qu'il faut les entreposer dans les bateaux. On a bien vu les cales avec les câbles lovés. Et il y avait aussi la même usine qui fabriquait les câbles. Alors elle était au bord de la mer, parce que à Calais, si vous fabriquez un câble qui fait 6000 km de long, il faut quand même le charger directement dans le bateau. On va de l'usine au bateau directement. Et vous avez à droite les images de ces câbles de l'époque, 1858, celui qui est le plus à gauche, là. Et on voit que ces câbles, en fait, ont 2 diamètres. Et le câble le plus fin, c'est celui qui va dans les très grandes profondeurs. Parce que quand il est en très grande profondeur, il n'y a pas d'encre de bateaux qui vont pouvoir l'accrocher et le détruire. Et donc, on fait un câble assez léger et moins solide. Et dès qu'on arrive sur les plateaux continentaux, on fait un câble armé avec des armatures d'acier torsadé. Et ça, c'est pour résister un minimum à des bateaux qui passent avec une ancre et qui peuvent arracher le câble. Évidemment, on ne veut pas qu'il soit coupé. Donc cette technique-là, de 2 ou 3 épaisseurs de câble pour éviter de dépenser trop d'argent, puis quand vous enroulez ça dans une cale, imaginez 6000 km de ce truc-là, ce serait un peu long. Là, c'est déjà plus accessible. Un peu long et lourd, surtout, et volumineux. Ça, ce serait plus acceptable. Donc cette technique, c'est toujours la même. Vous avez ici des exemples de câbles modernes dont je parlerai tout à l'heure, mais qui sont exactement de la même manière. Les gros câbles sur la partie plateau continental, quand la mer n'est pas trop profonde, et puis les fonds océaniques profonds, des câbles plus étroits, plus fins. Voilà, et donc, ayant réussi le premier câble transatlantique, eh bien là, c'est typique de l'époque, de la même manière que tout d'un coup, on s'est mis à construire des lignes de trains pour rayonner à partir du moment où les machines à vapeur étaient bien au point. On a couvert la planète de lignes de trains et de voies ferroviaires. Et ben de la même manière, des tas de compagnies se sont créées et ont fait alors plusieurs câbles transatlantiques, parce que chaque câble était plus rapide que le câble historique, en sens débit de transmission. Mais il y avait tellement de besoins et de demandes que voilà, on crée des compagnies de câbles comme on créait des compagnies ferroviaires. Et on a aussi, bien sûr, traversé l'Atlantique et le Pacifique, et traversé la Sibérie, traversé les États-Unis. Donc c'est en 1870 que la planète, pour la première fois, a été entièrement... Alors, la planète du Nord, parce que bon, le Sud était encore un petit peu vierge de toute télécommunication, mais en tout cas, les pays du Nord, on avait une circumnavigation de câbles télégraphiques qui permettait à un message littéralement d'aller de Paris à Vladivostok, de Vladivostok à San Francisco, de San Francisco à New York et de faire le tour du monde. On a appelé ça, dans un livre récent, qui est épuisé mais qu'on retrouve encore sur eBay si vous le cherchez, qui s'appelle l'Internet victorien,
un livre en anglais, Victorian Internet, et qui raconte comment, littéralement, les distances commerciales se sont trouvées tout d'un coup écrasées par ce télégraphe qui permettait de faire rapidement du business d'un bout à l'autre de la planète. Et c'était très intéressant de voir parce que on trouvait à l'époque, en 1870, les mêmes débats qu'on trouve aujourd'hui, en 2016, entre les compagnies qui investissaient très cher pour développer des câbles télégraphiques et qui gagnaient pas beaucoup d'argent avec ça, parce qu'il y avait de la concurrence, et les banquiers qui, grâce à ces systèmes téléphoniques, gagnaient beaucoup d'argent. Donc pourquoi nous, qui faisons des câbles, on n'arrive pas à gagner autant d'argent que les banquiers qui en profitent pour faire du business? Ce débat-là, il existe toujours, et vous entendez toujours les opérateurs de télécommunications dire nous, on fait des investissements pour faire marcher l'Internet, mais ceux qui en profitent, c'est Google, Apple, Facebook, qui eux font des services qui profitent de l'Internet. C'est un débat qui avait exactement la même nature en 1870. L'Internet victorien, et l'Internet était littéralement numérique puisqu'on était sur le télégraphe. Le télégraphe, c'était des 0 et des 1, donc on était déjà dans du numérique. Pas très rapide, pas beaucoup de débit, mais du numérique. Quelques années après, 1901, là on a maintenant 14 câbles télégraphiques qui traversent l'Atlantique. Vous voyez la toile d'araignée commence à... sous-marine, les câbles sous-marins vont maintenant en Amérique du Sud, font le tour de l'Afrique, vont de l'Afrique à l'Australie. Vous imaginez, en 30 ans, en une trentaine d'années, quasiment tous les pays étaient réunis par ces câbles télégraphiques. Cette structure de réseau que vous voyez là, regardez-la bien, parce que toutes les cartes que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est à peu près la même structure. C'est-à-dire les routes sont déjà les routes de l'Internet sous-marin d'aujourd'hui. Mais avant de vous montrer ça, je vais vous montrer quand même quelques détours, parce que là, on est toujours dans le télégraphe. On n'est pas dans la téléphonie. À cette époque-là, en 1901, vous ne pouviez pas téléphoner aux États-Unis à partir de l'Europe, vous pouviez juste télégraphier. C'est en 1927 que pour la première fois, on a pu faire un service téléphonique commercial permanent entre l'Europe et les États-Unis. Donc c'est bien une route de l'Internet, une route de l'Internet, ou plutôt une route de la télécommunication. Elle se situait entre l'Angleterre et le nord des États-Unis, mais la technologie qui a été utilisée, ce n'était pas des câbles. Parce qu'en fait, vu les distances, un signal électrique que vous envoyez à travers l'Atlantique, il peut passer avec pas mal d'énergie, il peut envoyer un message télégraphique. Un message téléphonique, il ne va pas y arriver parce qu'il va s'atténuer, se distordre, ce sera incompréhensible si on n'a pas une technologie qui n'existait pas à l'époque, qui sont des répéteurs, où on réamplifie le signal régulièrement. En 1927, nous n'avons pas la technologie pour faire des répéteurs. Nous ne savons pas faire d'un seul vol, d'un seul arc, une transmission téléphonique entre les États-Unis et l'Europe. Donc, la seule solution, c'est la radio. Et donc, pendant quelques années, le téléphone est passé par la radio. Et donc, on a des émetteurs de 500 kilowatts. Imaginez, 500 kilowatts pour une conversation téléphonique. Des antennes qui font 90 mètres de haut pour transmettre. Des antennes qui font 4 km de long pour recevoir un signal tellement faible, parce qu'il a traversé l'Atlantique, qu'il faut 4 km d'antenne pour collecter assez d'énergie pour recevoir le signal. Et un système qui ne faisait qu'une seule conversation à la fois. J'ai retrouvé une infographie de l'époque, c'est-à-dire un document qui décrit complètement et en détail, c'est un peu loin pour que vous puissiez le voir, mais qui décrit complètement et en détail le fonctionnement de ce système. Mais on ouvre, et ces deux entreprises, AT&T, entreprise américaine qui existe toujours, et le ministère des Postes et Télécommunications d'Angleterre, qui ont ensemble investi sur ce système. Alors, un système qui a eu son succès, et on va entendre la première conversation téléphonique utilisant ce système. On a gardé l'enregistrement. Good morning, sir. I think fine, sir. Just coming on now. Yes, you all right? Hello? Good morning. You hear all right, sir? Yes. Thank you. Sir Evelyn, today, as a result of very many years of research and experimentation, we opened a telephonic channel of speech between New York and London. That's the people of these
On entend aussi de l'électricité statique, des bruits. Alors, vous voyez tous ces doctes hommes. Je pense que dans les entreprises à l'époque, les hommes de pouvoir, c'était des hommes. Ça se voit assez nettement, qui font ensemble cette première conversation. Vous voyez à droite la technologie, donc ça me fait penser à des films connus de l'époque. Et puis vous avez des chiffres, le tarif. Le tarif en ramené en euros d'aujourd'hui, c'est 200 € la minute. Bon, ça va, aujourd'hui on a quand même du téléphone pour moins cher que ça. Ils arrivaient à écouler environ 300 000 appels par an avec ce système. Et ce qu'il se dit, c'est que la première journée de mise en exploitation de ce système téléphonique, il s'est signé 6 millions de dollars de transactions commerciales entre l'Europe et les États-Unis, donc grâce à ce téléphone. Donc première journée déjà du business, deuxième journée, j'imagine, encore plus. Voilà, 1927, le téléphone. Mais ce n'est pas des câbles, ce n'est pas une route sous-marine, c'est une route aérienne. 1929, je reviens à mes câbles. Vous avez vu, il y en avait 14 qui traversaient l'Atlantique, puis encore plus. Et pour la première fois, un tsunami déclenché par un tremblement de terre du côté de la côte est des États-Unis, tsunami détruit une grande partie des câbles de la région. 12 câbles ont été détruits et coupés en 28 points différents. Donc là, vous avez une carte de l'époque où on voit donc les États-Unis, Boston ici, le Canada, l'Europe est par là, et vous avez Terre-Neuve, et vous avez la zone impactée par ce tsunami, et tous ces câbles-là détruits. Donc interruption du service télé. On se dit c'est sous la mer, ben voilà, c'est tranquille. Non, interruption du service télégraphique. Il a fallu 8 navires et 9 mois pour remettre en service complètement ces câbles. Et donc on a appris à les réparer. Alors on a un de ces navires, alors dans des conditions météo dantesques, paraît-il, c'était l'hiver, etc. Vous imaginez en janvier. Comment on fait pour remonter un câble qui est à 1000, 2000, 3000 mètres de profondeur? Eh bien on utilise un grappin. Donc le câble il est comme ça. On sait qu'il passe comme ça. Le navire il tire un fil de 2000 km de 2000 mètres pour aller toucher le fond de l'océan. Et puis il va traverser le câble et avec un peu de chance, avec le grappin, on attrape le câble, on le remonte, on attache une bouée. Après on va chercher l'autre bout qui a été coupé, on le remonte, on attache à une bouée. Après on ramène une longueur de câble, on fait 2 épissures et on redépose le tout en profondeur. Et bien cette technique-là, qui a été inventée en 1929, c'est à peu près ce qu'on fait encore. Je vous montrerai des images modernes tout à l'heure. Il y a toujours des grappins pour essayer d'attraper les câbles à la pêche quand ils sont cassés. Et il y a toujours des câbles qui se cassent. Le plus récent, de la même nature, Fukushima. Fukushima, grand tsunami. Tous les câbles, Internet pour le coup, pas télégraphique, qui arrivaient sur la côte est du Japon, coupés. Et donc les navires sont partis, dont les nôtres, pour essayer de les réparer, dans des conditions compliquées parce qu'il y avait des nuages un peu radioactifs qui passaient dans le coin, donc il fallait quand même faire attention. Voilà. Donc il fallait réparer les câbles. Alors je passe un peu le temps. On était sur le télégraphe, d'accord? Et c'est en 1956, qu'on a découvert la technique permettant de faire des répéteurs sous-marins. Et donc on a réussi à faire un câble qui s'est appelé T81, TAT1, qui est un câble dit coaxial et qui permettait de faire passer 36 circuits téléphoniques en même temps. Donc on voit ici la carte de ce câble, c'est toujours la même chose, on part de Terre-Neuve, on arrive soit en Irlande, soit au nord de l'Écosse, et on voit l'atterrissage de ce câble à Terre-Neuve, et on peut entendre la première conversation de l'époque, qui est plus claire. Hello. Hello, Dr. Hill. Hello, Mr. Craig. This is Dr. Hill in London. Is that you, Mr. Craig? This is Mr. Craig. Well, it's very good to hear your voice and to join with you and our friends in Canada in inaugurating the first transatlantic telephone cable service. Voilà, this is the first transatlantic cable service. Donc on voit que les gens sont quand même contents quand on arrive à faire des choses nouvelles. Alors ce câble-là, ici on regarde son intérieur, donc vous avez l'intérieur de ce câble, vous voyez, même structure, hein, l'image et puis la photo. La partie conductrice du signal électrique, hein, on est sur un câble coaxial, c'est du signal électrique.
isolé, protégé par du cuivre, protégé par des armures métalliques. Et vous avez à gauche la machine à tréfiler ces câbles. Donc c'est une machine qui fabrique ces câbles en très grande longueur. Et vous avez à droite le composant clé, c'est-à-dire cet amplificateur. L'amplificateur à l'époque, ce n'était pas des transistors, c'était des triodes qui permettaient tous les 90 km à peu près de réamplifier le signal. Donc il y avait toute une série de répéteurs, comme on dit, pour réamplifier le signal. Et du coup, on pouvait passer des conversations téléphoniques analogiques. Donc ce n'était pas codé en binaire, c'était du téléphone analogique à travers... Ah, attendez, j'ai mon travail qui se rappelle à moi. Donc 56. Alors ce câble a été suivi de beaucoup d'autres câbles améliorés avec une capacité qui s'améliorait à chaque génération. Et là, en 59, de nouveau, rupture de ce câble. Là, vous avez la photo exacte des taurons qui ont été rompus au large de l'Écosse. 65, nouvelle technologie qui apparaît, toujours dans cette liaison transatlantique, le satellite. Satellite qui s'appelle Intelsat One, avec son petit nom, c'était Early Bird. C'est un jeu de mots, donc si ça vous intéresse, je vous dirai d'où ça vient. Et donc, ce petit satellite, il faisait que 70 cm de haut, vous avez une échelle humaine ici, et vous avez le satellite Early Bird, c'est celui-là, le plus petit. Et bien tout seul, en étant posé de manière géostationnaire, donc il ne bougeait pas à 36 000 km d'altitude, à peu près au milieu de l'Atlantique, eh bien il pouvait passer 240 circuits téléphoniques. Rappelez-vous tout à l'heure, je parlais de 36 circuits téléphoniques. 10 ans après, 65, 9 ans après, par le satellite, on passe à 240 circuits téléphoniques ou un circuit de télévision. Et c'est comme ça qu'on a pu faire passer pour la première fois de la mondiovision, c'est-à-dire un circuit de télévision qui, je ne sais plus si c'était les Jeux Olympiques ou autre, qui permettait de passer d'un continent à l'autre en temps réel. De nouveau, des générations de satellites se sont succédées, donc de plus en plus gros. Donc en 4 ou 5 générations, en moins de 10 ans, on passe de 240 circuits téléphoniques à 7250 circuits téléphoniques. On passe à 2 canaux de télévision en même temps. Enfin voilà, la technologie, l'augmentation des débits, ça commence. Et pendant ce temps-là, le câble, il existe toujours. Le câble téléphonique existe toujours. Il y a concurrence entre le satellite et le câble. Et ceux qui, comme moi, sont un peu vieux, se rappellent qu'à l'époque, quand on téléphonait aux États-Unis, de temps en temps, on avait du temps pour que l'interlocuteur vous réponde. Eh bien, c'était quand ça passait par le satellite. Il fait à peu près une demi-seconde pour que le signal monte à 36 000 et redescende, un peu moins d'une demi-seconde, et revienne. Et vous entendiez ce léger décalage temporel assez ennuyant, pour être tout à fait honnête, mais avec un bon signal de qualité. Et quand on passait en câble sous-marin, il n'y avait pas ce délai. Par contre, la qualité était un peu moins bonne. Moi, j'ai connu ça, oui. Voilà. Alors, 88, on arrive à la révolution la plus fascinante parce qu'on met en place le premier câble sous-marin. Donc celui-là, il s'appelait le TAT-8, le 8e câble de sa génération. Et à l'intérieur, c'est plus de l'électricité, c'est plus du câble coaxial, c'est de la fibre optique. Même technique. À gauche, vous avez le câble lové dans la cale. Ça n'a pas changé. Des répéteurs, mais au lieu que ce soit des répéteurs électroniques, c'est des répéteurs optiques. Donc, ils sont un gros répéteur que vous voyez ici. Vous voyez le câble, vous voyez le répéteur qui part du bateau. Et à l'intérieur, même structure de câble, un câble grande profondeur, mais à l'intérieur, quelques fibres optiques, et un câble faible profondeur armé avec les mêmes fibres optiques. Et là, d'un seul coup, 40 000 circuits téléphoniques simultanés. Alors, comment ça se pose? Ça se pose comme tous les câbles. Vous avez un peu un diagramme d'ensemble. Donc, on a ces navires que vous avez déjà vus. Vous avez ces deux tailles de câbles, câble sous-marin à double armure, câble sous-marin léger. Vous avez les répéteurs dont j'ai parlé. Et puis, de temps en temps, quand on fait par exemple un câble le long de l'Afrique, il faut faire des dérivations pour aller sur les différents pays, le Togo, le Mali, etc. Et donc, on a ce qu'on appelle des points de branchement qui vont faire un Y, y permettant de dériver le câble pour aller desservir localement un certain nombre de pays. Donc tout ça est posé par les navires de maintenance et de pose, posé par les navires de pose et réparé par les navires de maintenance quand les câbles sont cassés. Et à terre, vous avez des centres de supervision qui vérifient le bon fonctionnement en permanence de ce système-là et qui, quand il y a une panne, vous envoient des secours pour réparer la ligne.
Alors là, c'est le début, 88, et vous avez une explosion de ces câbles optiques. Et là, vous avez la vue rapide de tout ce qui était posé depuis 88. Donc ils tissent de nouveau. Alors évidemment, les câbles téléphoniques, on s'en sert plus. Voilà, on s'en sert plus. Tout ça, maintenant, ce sont des câbles optiques. Mais vous revoyez les mêmes routes. La route transatlantique, la route qui descend le long de l'Afrique, la route qui descend le long de l'Amérique du Sud, les liaisons vers l'Australie et le Transpacifique. C'est exactement les mêmes routes qu'on avait au début du siècle d'avant. Alors, en termes maintenant de chiffres, ce qu'on peut voir sur ce diagramme, c'est en fonction du temps, l'évolution du nombre total de circuits téléphoniques. Vous avez vu les chiffres, 36 circuits, etc., 40 000. Donc vous voyez qu'ici, en 2010, on est dans l'équivalent plutôt de 10 millions de circuits téléphoniques simultanés. On n'est plus à 40 000. Et vous avez en vert la part qui, au début, était de 0 pour le satellite, qui, entre 1966 et 1988, date de l'invention du câble à la fibre optique, est passée presque entièrement en satellite. Et puis qui, depuis, il n'y a plus de satellite. Maintenant, il n'y a plus que de la fibre optique. Et vous voyez ce chiffre-là, la part du satellite, c'était 0 avant le premier satellite Intelsat 1. C'est passé à près de 70% pendant une vingtaine d'années. Et depuis le premier câble optique, évidemment, l'optique est tellement performante, tellement efficace, sans ce délai supplémentaire qu'il y a en passant par le satellite, que le satellite s'est effondré et que maintenant, 99,9% du trafic Internet mondial passe par des câbles optiques sous-marins. Et si on agrège toutes les capacités transatlantiques, tous les câbles posés, pas un seul câble, ben voilà les débits, cette fois-ci non plus exprimés en milliers de conversations téléphoniques, mais en mégabits, gigabits, terabits par seconde. Donc c'est les débits de tous les internautes qui envoient des requêtes dans les serveurs de Google, de toutes les vidéos YouTube qui sont téléchargées depuis les États-Unis vers l'Europe. Ces débits agrégés sont aujourd'hui en transatlantique de l'ordre de 100 ou 200 terabits par seconde. Donc terabits, c'est 1000 gigabits par seconde, donc c'est des chiffres colossaux répartis sur toute une collection de ces câbles. Alors je me suis permis de résumer cette première partie historique en faisant cette infographie qui raconte cette histoire. 1850, premier câble, 1879, le câble télégraphique Europe-États-Unis, 1927, le câble télégraphique, ça continue pour le télégraphe, mais se crée la liaison téléphonique par radio. 1956, le premier câble coaxial. 1965, le premier satellite. Et depuis 1988, quasiment tout passe par l'optique. Tout passe par ces câbles sous-marins à fibre optique. Alors maintenant, je vais vous montrer des images plus modernes. D'accord ? Image de notre activité. Orange, il y a peu de gens qui posent des câbles aujourd'hui dans le monde. Il y a moins de 100 navires câbliers et des gros navires câbliers capables de faire des longues distances, il y en a très peu. Orange en possède 5. Et donc d'autres entreprises, d'autres opérateurs nous demandent de poser des câbles pour eux. On en pose pour nos propres besoins, mais on en pose pour d'autres opérateurs. C'est un de nos métiers qui n'est pas connu. Donc l'organisation qui fait ça s'appelle France Télécom Marine. Orange Marine est une filiale à 100% du groupe Orange qui opère des navires câbliers. Un navire câblier a essentiellement deux missions. La première est de poser des nouveaux câbles, de les installer. Et la deuxième mission est de les réparer, donc d'assurer la maintenance des câbles sous-marins. Donc nous avons 2 navires de pose et 4 navires de maintenance.
Alors, je vous montre déjà le réseau que nous opérons, c'est-à-dire le réseau, non pas total de tous les câbles sous-marins, mais celui sur lequel Orange fournit du service. Donc, vous voyez que c'est un réseau qui va partout dans le monde, hein. Et je vous montre, on a 450 000 km de câbles qui fonctionnent pour nous et pour d'autres opérateurs. Et je vous parle aussi de 2 projets récents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 2 projets très importants pour nous qui sont assez récents. On a construit par exemple le câble qui s'appelle ACE. Alors c'est tellement cher, un câble. Le câble, on l'achète au kilomètre extrêmement cher. Un répéteur, c'est entre 1 et 2 millions d'euros par répéteur. Il en faut un tous les 90 km. Vous voyez, c'est vraiment des investissements extrêmement forts. Donc on fait des consortiums d'opérateurs qui cofinancent un câble et qui partagent ensuite la capacité de ce câble. Ils sont posés et parfois opérés par Orange, mais en fait, ils sont au service de beaucoup d'opérateurs dans le monde entier. Et ce câble-là, il fait la liaison Europe-Côte de l'Afrique en s'arrêtant sur tous les pays. Et on est en train de terminer la liaison jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est une phase 2 qui est en cours. Et ça permet de désenclaver des pays qui ont une capacité d'accès à l'Internet bien inférieure à leurs besoins. C'est-à-dire ce câble-là va permettre d'amener littéralement l'Internet. Alors non, tous les pays ont l'Internet, mais ils n'ont pas assez pour servir la population qui grandit très très vite. Tout le monde se connecte maintenant, enfin beaucoup de gens se connectent dans les villes africaines. Et là, on est dans la course pour leur amener l'Internet tellement les besoins s'accroissent. Un autre projet qui est encore plus récent, c'est le projet qu'on a appelé Seameway 5, donc le 5e de cette série, et qui lui relie Singapour et la France, en s'arrêtant. Alors vous voyez tous les points d'arrêt, le Bangladesh, le Pakistan, le Sultanat d'Oman, Djibouti, Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Italie, etc. Et là encore, un travail qui a été entièrement posé par Orange, en tout cas dans la partie terminale. Et là, vous avez la vidéo de son atterrissage. C'était un grand événement. Après tant d'efforts, 20 000 km de longueur, là, on atterrit à Toulon. Soucieux d'offrir le meilleur réseau possible, Orange continue de poser des câbles dans le monde entier et confirme sa position d'acteur majeur sur la scène internationale. Nous avons eu l'occasion de nous en rendre compte lors de l'atterrissement d'un câble sous-marin très haut débit à la Seine-sur-Mer auquel nous avons assisté. Aujourd'hui, le câble Seameway 5 va arriver à la Terre. Donc on va connecter le câble Seameway 5 vers le réseau terrestre. Donc ça s'appelle un atterrissement. Donc le navire de pause s'est approché des côtes françaises et on va commencer par tirer un filin vers la Terre. Et à partir de ce filin, nous allons continuer de tirer le câble sous-marin vers la plage. Et tous les 5 mètres, nous allons mettre un ballon pour que le câble continue de flotter. Donc le câble ne touche pas au fond de l'eau. Une fois les ballons arrivés à terre, on va ancrer le câble de façon à ce qu'il ne dérive pas. Et nous allons dégonfler ou enlever les ballons un par un, de façon à ce que le câble touche le sol. Et ensuite, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, des plongeurs, des engins vont faire que le câble soit ensouillé, c'est-à-dire mis sous le niveau du sol. Et quand nous sommes en grand fond, nous venons de poser un câble dans le Pacifique jusqu'à 9300 mètres de fond. Donc là, c'est un câble léger de façon à pouvoir le récupérer, que l'on pose simplement sur le fond de l'eau. Le câble Seameway 5 va être un nouveau câble qui va augmenter la capacité entre l'Asie, Singapour, et l'Europe, en passant par un certain nombre de pays. Donc un consortium de 19 opérateurs s'est mis ensemble pour acheter ce câble. La capacité totale de ce câble va être de 24 terabits. Globalement, la capacité 4 à 5 fois celle utilisée par le réseau Orange en France. Donc voilà pour ce projet qui est assez récent. Pardon. Et puis un qui a été annoncé, alors c'est de l'actualité, parce qu'il a été annoncé, je crois, hier par notre président. C'est un câble qui va accélérer très fortement l'accès Internet pour de la Guyane, Martinique et la Guadeloupe. Donc c'est un projet entièrement financé par Orange, pour le coup, ce n'est pas un consortium. Et donc pour 35 millions d'euros d'investissement, en 2000 km de câbles vont être tirés, et fin 2018, on aura des débits bien meilleurs qui arriveront à desservir toutes ces îles des Caraïbes.
Alors, je vais me rapprocher de la fin de cette intervention. Je vais vous parler un peu de ce monde maintenant qui s'est dessiné avec tous ces câbles qui relient les réseaux Internet sous-marins. Ce que vous avez là comme image, c'est la dernière cartographie réelle de l'Internet. En 2012, pour la dernière fois, on a essayé de localiser toutes les adresses IP. Vous savez que l'adresse IP, c'est l'adresse d'un ordinateur. Et donc, un développeur logiciel un peu malin, je vous passe les détails, a réussi à voir où étaient toutes les machines connectées à cet Internet mondial. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on voit que le jour et la nuit passent, puisque les machines se réveillent et s'endorment, et on voit le jour et la nuit qui passent dans ces images. Ça, c'est la dernière cartographie de l'Internet. Aujourd'hui, nous ne sommes plus capables de savoir combien il y a de machines rattachées à l'Internet. Ça n'est plus possible. Et aujourd'hui, le monde que nous connaissons, 2015, 2016, 2017, plus de 5 milliards de machines connectées, mais quand je dis plus de 5 milliards, c'est peut-être 6, c'est peut-être 7, on ne le sait pas, connectées par plus d'1 million de kilomètres de câbles sous-marins. Et ce réseau planétaire qui relie tous nos ordinateurs, tous nos calculateurs, mais aussi tous nos frigos connectés, nos montres connectées, enfin tout ce qui fait l'Internet d'aujourd'hui, ce réseau, c'est en quelque sorte le système nerveux de la planète. On ne le voit pas, il est sous les mers en très grande partie, il est entretenu régulièrement, mais c'est notre système nerveux, en tout cas celui de la planète. Alors, je vous ai dessiné 3 cartes où je les ai regroupées dans cette image, 3 cartes assez parlantes. Le système nerveux de la planète du point de vue du transport de l'information, donc ce sont ces câbles sous-marins, la carte en haut à gauche blanche. En bleu, vous avez la carte des routes maritimes. Vous savez que chaque bateau a un moniteur, un beacon, comme on dit, et c'est suivi par des centres, et on sait exactement où passent tous les bateaux sur Terre. Et donc, quand on accumule ces données pendant une année, voilà la carte qu'on a. Ce sont les routes réellement employées par les bateaux sur Terre, routes qui ressemblent étrangement aux routes de nos câbles sous-marins. Troisième carte, la carte rouge, c'est une carte purement de ce qui se passe dans les sites web. Chaque fois que sur une page web, vous avez la mention de 2 lieux, Paris et Londres, parce qu'il se passe quelque chose entre Paris et Londres, ou les États-Unis et l'Europe, on dessine un arc pour relier les 2 lieux. Donc là, on est en train de dessiner la carte des lieux qui sont reliés par une news ou par un tweet ou par quelque chose qui les regroupe d'un point de vue de l'information. Eh bien, cette carte-là, là encore, représente assez bien les relations, cette fois-ci au niveau plutôt du service, au niveau des interactions entre les pays, qui ressemblent étrangement à celles des routes maritimes, qui elles-mêmes ressemblent étrangement à ces routes de l'Internet. Alors je vais vous laisser sur cette dernière planche, parce que j'ai essayé de vous faire évoquer d'abord l'histoire technique et l'histoire humaine et le génie à la fois technique et aussi d'investissement qu'il a fallu pour développer toutes ces routes depuis 1850. Maintenant que c'est réalisé, et ça continue chaque jour, chaque année, l'Internet presque double sa capacité. Il faut qu'on double les débits pour écouler, alors je dis une bêtise, c'est 50% par an, 50% de trafic supplémentaire chaque année. Vous passez d'une vidéo simple définition à une vidéo 4K, paf, le trafic va augmenter. Donc notre travail de tous les jours, c'est d'accompagner cette demande et de faire en sorte que ce système nerveux planétaire, il croisse à la vitesse des besoins, au rythme des besoins. Et ce système d'information planétaire que nous avons constitué avec tous ces réseaux, avec tous ces ordinateurs, il est aujourd'hui vital pour nous tous, puisque plus aucune activité humaine ou très peu d'activités humaines ne peuvent se faire aujourd'hui sans l'accès au numérique. Je ne sais pas gérer une ville, je ne sais pas gérer un pays, je ne sais pas gérer une entreprise, l'économie, enfin, tout ça fonctionne sur ces réseaux. Et donc, on a là un système nerveux, un système d'information planétaire qui nous sert à tous. Et on a cette conscience, parce qu'on a fait la COP21, et on a la conscience que l'atmosphère qui entoure la Terre, c'est un bien commun dont il faut prendre soin. Alors on en prend plus ou moins bien soin, mais en tout cas on essaye. Ça, c'est dans notre conscience que l'atmosphère est un bien commun utile. Ce bien commun qui est le réseau planétaire intercontinental de tous ces câbles, en fait, vous l'utilisez tous les jours. C'est un bien commun. Il y a des tas d'entreprises qui sont en compétition pour faire du business là-dessus et pour gagner de l'argent, mais on a besoin qu'il fonctionne. Il ne doit pas tomber en panne. Et donc, notre enjeu, c'est que notre planète humaine, augmentée par son système d'information, il faut qu'on en assure
collectivement, toutes les entreprises qui font physiquement marcher l'Internet, sa disponibilité, ça veut dire qu'il doit arriver partout. En Afrique, j'ai parlé tout à l'heure, en Caraïbes, on vient d'annoncer un produit, un nouveau déploiement, comme on dit. Et puis aussi qu'il faut qu'il ne tombe pas en panne. Alors, on parle beaucoup de hackers qui vont hacker le logiciel dans une machine, mais on peut aussi avoir des tsunamis, on peut aussi avoir des bateaux qui, sans le faire exprès, avec une ancre, détruisent une partie de ce système. Et si en permanence, on n'est pas là à le réparer, à retisser ces liens entre les continents, entre les pays, etc., eh ben, dans moins d'une année, si on arrête de faire ça, il n'y a plus d'Internet. Donc voilà notre belle mission, c'est de contribuer modestement à maintenir ces liens intercontinentaux, à tisser ces relations entre les hommes et les femmes, et en espérant que les hommes et les femmes en feront un très bon usage, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, je vous remercie. Alors du coup, on va peut-être passer une phase de questions avant les ateliers, si vous en avez. Si je ne vous ai pas trop endormi. Oui, je vois qu'il y en a déjà là un peu partout. Alors on va commencer par le milieu ici. Bonjour. Bonjour. Merci de cette présentation. J'ai deux questions. La première, elle est très technique. Quelle est la masse au kilomètre des câbles sur les plateaux continentaux et grande profondeur? Et deuxièmement, la sécurisation par rapport aux écoutes possibles. D'accord. Alors, sur la première question, je n'ai pas la réponse en tête précise. Vous avez un moyen de vous en rendre compte, je ne l'ai pas au kilomètre, mais vous avez ici une boîte qui est assez lourde, d'accord? Donc, vous venez peser, vous le saurez. Par contre, je peux vous faire un calcul qui me fait rêver. Ce système de plus d'1 million de kilomètres de câbles, si j'enlève la partie métallique, je ne garde que l'âme qui est la fibre optique. C'est de la silice, la fibre optique. Si je fonds cette silice et je fais une sphère avec, et donc c'est le volume de l'Internet, ou en tout cas le volume du cœur de l'Internet, devinez quel est son volume? Plus petit que cette pièce. Voilà. Tous ces câbles, si on enlève tout ce qui est juste pour les rendre solides, si on ne garde que la partie du signal, c'est moins d'une centaine de mètres cubes, donc c'est à peu près cette pièce. Ils sont très très fins, les câbles qui sont dedans. Donc moi, je trouve ça poétique. Ce qui tisse les liens entre tous les pays, ça tient, c'est du verre et ça tient dans cette pièce. Sur la deuxième question, oui, il est techniquement possible d'aller espionner des câbles. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a un moyen, c'est d'amener un sous-marin, de faire ce qu'on appelle ce que je fais volontairement quand je relie je coupe en deux un câble pour atterrir au Pakistan. Je peux aussi couper le câble et puis mettre une station d'écoute et puis écouter. Donc oui, techniquement, c'est possible. Après, on se bat contre ça. C'est pas notre métier. Nous sommes là pour poser des câbles et pour les mettre au service des internautes, tout simplement. Qu'il y ait des sous-marins qui viennent au milieu de l'océan interrompre un subrepticement espionné, on ne peut pas y faire grand-chose, parce que nous, on n'a pas de sous-marins. On a des robots, vous avez vu, qui savent descendre à 2000 mètres pour réparer des câbles. Au-delà de 2000 mètres, on sait juste descendre des grappins pour remonter des câbles et les réparer. Donc voilà, je n'ai pas d'autres commentaires là-dessus. Bonsoir. Est-ce que vous sauriez nous dire qui construit, éventuellement, y a-t-il des industriels français qui construisent les câbles? Primo, des gens comme Nexans, je ne sais pas s'ils sont encore français. Et comment vous expliquez que vous ayez autant de navires, enfin que les Français, en l'occurrence Orange, soient opérateurs, alors que dans la partie historique, c'était plutôt les Anglais qui, j'imagine, auraient pu avoir gardé ce métier-là? Alors, sur la première partie, ces câbles que vous avez là, ils ont été fabriqués par Alcatel. Donc Alcatel câble pendant longtemps, fabriqué des câbles. Il me semble me rappeler à vérifier que la partie a été rachetée par Nortel et qu'il y a maintenant une espèce de conglomérat franco-canadien pour la partie activité de fabrication des câbles. Ensuite, il y a les câbles. À l'intérieur des câbles, il y a les fibres. Donc c'est des gens qui fabriquent les fibres. Sur la deuxième partie de la question, je ne sais pas, c'est un savoir-faire qui, c'est vrai, intéresse de moins en moins de gens parce que c'est pas hyper rentable et puis c'est un vrai métier, c'est compliqué. Il y a quand même des pirates. Faut imaginer ces conditions. Il y a des tempêtes, il y a des pirates, c'est la mer. Et donc on est quelques-uns dans le monde à le faire. On a le savoir-faire, le métier, et on continue de le faire avec plaisir.
Je ne sais pas pourquoi les Anglais ont arrêté de le faire et plutôt c'était comme puis Orange a maintenu cette activité-là. Bon, c'est l'histoire, si vous voulez. J'ai pas l'explication précise, en fait. Oui. La fiabilité du raccord entre le marin et la terre, à l'endroit où on voit le raccord se faire sur une plage. Alors, en fait, vous avez vu qu'on le fait. Forcément, on arrive sur une plage, donc c'est bien, parce que c'est plus facile sur une plage que sur une côte rocheuse. Ensuite, tout ça est enterré, donc ensablé ou ensouillé, comme il était dit dans le film. Donc, on le met à une certaine profondeur. Donc, le câble, il continue. Il va arriver sur la terre, et là, il va rentrer dans ce qu'on appelle du génie civil. Hein. On a des tuyaux sous les routes, on fait passer le câble dedans, et après, vous avez un bâtiment. Et là, seulement, s'arrête le câble. Donc, dans le bâtiment qui est à nous, on a les équipements électroniques, on a l'alimentation. Les câbles sont alimentés, puisque vous avez des répéteurs au milieu de la mer. Il faut bien emmener de l'énergie pour les faire marcher, ces répéteurs. Donc, ils sont alimentés. Donc, tout ça se fait depuis les stations terrestres. Donc, le câble, réellement, il se termine dans la station terrestre et il passe par du génie civil bien enterré. Bon, c'est fiable au sens où, comme toujours, si vous avez une pelleteuse qui arrive et puis qui croche ça, vous allez couper le câble. Hein. Donc, c'est vrai aussi du câble qui dessert votre maison en fibre optique, ça. D'autres questions ? Mais ça nous coûte plus cher si on coupe un câble de ce type-là. En fait, je voudrais savoir, il existe donc rien d'autre que les routes marines de l'Internet. Il n'y a plus que cela maintenant. Alors, pour ce qui est de l'Internet, intercontinental, oui. C'est-à-dire qu'on peut toujours techniquement passer des messages par des satellites géostationnaires. Ils existent toujours. Ils peuvent servir en théorie quand il y avait une seule... Par exemple, vous avez une île comme Madagascar, vous avez un seul câble. Si ce câble est coupé, il n'y a plus d'Internet dans Madagascar, donc on peut utiliser des liaisons satellites pour faire du secours, mais sa capacité est bien trop faible pour assurer réellement un débit normal. Donc on va être réservé pour les services d'urgence, pour les gouvernements, etc. Donc c'est du secours. Mais l'Internet commercial, aujourd'hui, transcontinental, passe tous par ces câbles sous-marins. Ensuite, vous arrivez dans les continents, là je ne l'ai pas dessiné, mais dans les continents, vous avez de nouvelles artères qui font Paris, Lyon, Marseille, toute la voie qui desservent les villes. Et puis ensuite, dans les villes, vous avez des artères qui vous amènent au quartier. Puis après, il y a la fibre qui arrive jusque chez vous. Donc là, je ne vous ai pas dessiné cette partie-là. Elle est très ramifiée. Hein. L'Internet, il descend jusque chez vous. Donc il y a toutes sortes de ramifications. Mais les grandes artères, elles sont toutes en fibre optique et elles sont toutes sous l'eau. Excusez-moi, c'est peut-être un peu technique, mais les ondes Wi-Fi, c'est une petite portée en fait. Ah oui. C'est pour ça qu'on utilise les câbles. Voilà, alors, non, les ondes en général, je vous ai montré un moment où en utilisant 500 kW d'émission radio, on arrive à faire passer une liaison téléphonique à travers l'Atlantique. Donc on peut toujours le faire. Mais ça fait beaucoup d'ondes pour une conversation. Et honnêtement, aujourd'hui, quand on a 10 millions de conversations simultanées, on ne sait pas faire. Ça coûterait trop de centrales nucléaires. C'est pas possible. Donc, dès qu'on est à très grande distance, ou même à grande distance, au-delà de quelques kilomètres, on va dire, on passe systématiquement par des fibres optiques qui sont le plus efficaces en termes d'énergie. Pour transmettre beaucoup de débit avec peu d'énergie, le plus efficace qu'on connaisse en termes techniques, c'est la fibre optique. C'est pour ça que là, on est en train, à grands coups de millions et de dizaines de millions d'euros, d'investir pour transformer les câbles électriques, l'ancien téléphone en câbles optiques qui desservent demain, après-demain, en haut débit toute la France et d'autres pays, parce que c'est beaucoup plus efficace en termes de débit et d'énergie. Donc la radio, c'est bien pour faire de la mobilité à courte distance, à quelques kilomètres, mais pas pour faire du transatlantique. Ça ne sera jamais possible, peut-être. Non, parce qu'en fait, il y a les lois de la physique. Et les lois de la physique, elles sont bien connues. La radio, il y a une atténuation, il y a des tas de phénomènes parasites. Alors, on a fait, si vous voulez, pendant longtemps, par exemple, vous voulez communiquer avec un sous-marin, vous n'avez pas traîné un câble à travers le sous-marin. Donc, les sous-marins utilisent la radio pour communiquer, mais c'est des radios très bas débit qui utilisent ce qu'on appelle la réflexion ionosphérique, c'est-à-dire que ça envoie la radio vers l'espace. Il y a une couche ionisée naturelle qui réfléchit ces ondes radio et en faisant bien, on arrive à transmettre quelques informations vers les sous-marins parce qu'eux, on ne peut pas tirer un fibre optique derrière. Donc la radio, voilà, ça sert à ça quand il y a de la mobilité. Mais ces débits, ça n'arrivera jamais à faire des millions de vidéos YouTube. Ce n'est pas possible. Enfin, en tout cas, je ne connais pas de technique par radio permettant de faire ça à ces distances-là. Et c'est les lois de la physique et c'est M. Maxwell qui nous le dit. Et le théorème de Shannon. C'est deux grands scientifiques, Maxwell et Shannon, nous disent que ce n'est pas possible. Oui, est-ce que vous pouvez nous renseigner sur le coût
que représente l'envoi de SMS, par exemple? Alors, c'est une question qui a plein de tiroirs. Parce que là, je parle des liaisons intercontinentales. Donc, vous parlez d'un SMS que vous enverrez aux États-Unis. D'accord? Alors, comment dire? Cette question est difficile parce que, si vous voulez, un SMS tout seul, c'est très peu d'informations. D'accord? 150 caractères, c'est pas beaucoup d'informations. Comparé à une vidéo YouTube, par exemple. Vous voyez, une vidéo YouTube qui ferait le trajet France-États-Unis, elle est des millions de fois plus importante en termes de poids qu'un SMS. D'accord? Après, le SMS, ce n'est pas juste du débit, c'est le fait que vous l'avez en mobilité. C'est-à-dire qu'en mobilité, vous êtes n'importe où en France, vous le recevrez, votre vidéo YouTube. Bon, voilà. Donc, on ne sait pas dire. Ces réseaux, ils sont partagés. Si vous voulez, le même câble, il sert aux vidéos YouTube, aux liaisons intergouvernementales, aux liaisons militaires, à passer des SMS, à passer de la télévision. Tout passe là-dedans. Et moi, on connaît le coût du câble. Ça, on sait vous dire, il a coûté tant de millions, on a investi. En plus, il faut de l'énergie. Donc, chaque année, on a des coûts de dépenses énergétiques pour le faire marcher. Je sais vous dire le coût du câble. Maintenant, ventiler ce coût sur tous les usages qui sont dans ce câble, je ne sais pas vous le dire, ça. Je n'ai pas des chiffres en tête et je pense que personne ne le sait. Je vous pose cette question parce que il semblerait que le stockage dans les grandes... comme Google et autres, soit faramineux et que dans ces centres de stockage des SMS, d'Internet, etc., c'est l'équivalent de presque de centrales nucléaires qu'il faudrait à côté. Alors, oui, mais là, vous savez, bon, dans le numérique, il y a l'énergie qui est dépensée. Il y a de l'énergie qui est dépensée pour calculer. Donc ça, c'est un ordinateur qui calcule, ou quand vous tapez dans un moteur de recherche chez Google ou chez Orange, il y a des ordinateurs qui calculent pour vous servir une réponse. Donc ça, c'est du coût énergétique pour calculer. Il y a du coût pour stocker de l'information. Si vous stockez dans un disque dur, le disque dur, il faut l'alimenter, ça coûte. Et puis il y a du coût d'énergie pour transférer de l'information d'un point à un autre. Donc ça, c'est ce dont on parle, c'est je traverse l'Atlantique avec des informations qui vont faire des milliers de kilomètres. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans le coût total du fonctionnement en énergie de l'Internet, la plus grande part n'est pas forcément dans les transmissions, c'est plutôt dans le calcul. C'est parce qu'on a des gros data centers, mais ça, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt ce calcul-là. Alors, on fait de gros efforts, tous, pour rendre plus efficaces ces calculateurs, faire qu'ils consomment moins, etc. Il y a beaucoup. On a fait l'an dernier toute une démonstration de tout ce qu'on faisait pour rendre plus efficace à Orange, justement, l'énergie. Nous, on est beaucoup sur les économies d'énergie. Mais pour répondre à votre question, l'optique est très efficace. Et ce qui coûte le plus cher dans notre vie numérique en termes énergétiques, ce n'est pas la transmission, c'est plutôt le stockage et le calcul. Enfin, c'est surtout le calcul. Voilà, c'est ça que je peux vous dire pour répondre grossièrement à votre question. Comment se fait-il que, bonsoir, comment se fait-il que la télévision par optique n'a pas balayé la télévision satellitaire? Alors, la télévision satellitaire, elle existe... simplement parce que, déjà en France, vous n'utilisez pas, peu la télévision satellitaire. C'est-à-dire, soit vous êtes en TNT, et donc ce sont des émetteurs terrestres qui vous envoient une signal radio pas très loin, et vous recevez votre télévision comme ça, soit vous recevez la télévision par Internet, c'est-à-dire par une fibre optique ou par de l'ADSL, et là, ça ne passe pas du tout par la radio. Donc en France, si vous recevez la télévision par satellite, c'est que vous êtes loin d'un réseau, dans une montagne, etc. Il y a quelques personnes qui ont besoin de ça. Donc ça, c'est l'explication, elle est là. Si je n'ai pas le réseau qui arrive à ma porte, le seul réseau que j'ai, c'est le satellite qui est au-dessus de ma tête. Alors ça, c'est encore plus vrai en Afrique. Nous sommes opérateurs dans beaucoup de pays en Afrique, Orange Mali, Orange, etc. Et là, en Afrique, les réseaux terrestres sont peu développés. Et donc, on est très content d'avoir de la télévision qui descend par satellite parce que les gens le reçoivent parce qu'ils n'ont pas autre chose. Donc les deux existent, mais suivant que vous êtes en mobilité ou fixe, suivant que vous êtes en Afrique ou en Europe, vous utiliserez plutôt le fixe ou plutôt le mobile ou le satellite. Moi j'avais deux petites questions. Attendez, il y a quelqu'un, puis il y a une autre personne juste derrière. J'avais deux petites questions. Et la première, c'est par rapport à la carte que nous avons vue. En Afrique, on voit que c'est presque tous les réseaux est presque arrivé un peu partout. Et c'est les consortiums qui se sont organisés pour acheter ensemble.
Ces consortiums sont les entreprises ou bien c'est les États en entreprise publique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le problème fondamental que pose le problème des routes marines. Et dans l'exposé, vous nous avez dit qu'il arrive que ça se coupe parce que si, par exemple, un bateau, il vient et son truc accroche dans la conjoncture du monde actuel où tous les droits internationaux ont des lacunes dans beaucoup de mesures, est-ce qu'il y a une prédisposition qui fasse qu'il y ait une mesure de protection du point de vue de la question de la sécurité posée telle qu'on les discute au niveau mondial actuellement? Bon, alors, sur la première question, les consortiums qui financent un câble, c'est qui veut. Donc, ça peut être des opérateurs privés, comme nous, on a une part de notre capital qui est l'État français, et puis une autre partie qui est privée. Ça peut être un opérateur public qui met l'argent sur la table, donc c'est ouvert. Hein. Moi, je ne connais pas le détail des consortiums, c'est qui veut investir, et après on partage les revenus du câble qu'on a investi. Sur la deuxième question, qui est les risques de rupture des câbles, rupture naturelle, rupture accidentelle, rupture même, on va dire, volontaire de gens qui voudraient couper l'Internet d'un pays pour des raisons politiques ou autres, ça existe. Bon, voilà, donc on essaie de les protéger, on l'essaie de différentes manières. Surtout, la vraie solution, c'est ce qu'on appelle la redondance. Quand vous avez un seul câble qui arrive sur un pays, là, c'est très fragile. Donc n'importe quel accident naturel ou volontaire va arrêter l'Internet. Vous avez vu ma carte où peu à peu on met des câbles partout, puis il n'y en a pas un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. Et donc récemment, par exemple, à Madagascar, nous, on a un câble qui amène, on est opérateur à Madagascar, on a un câble qui amène notre Internet pour Madagascar. L'autre opérateur concurrent, il avait un autre câble qui a été coupé. Eh ben, nous, on lui a prêté de la capacité sur notre câble pour qu'il puisse continuer à travailler. Il y a une sorte de solidarité, quand je vous dis de bien commun. On est en compétition, c'est deux opérateurs qui se battent pour avoir les mêmes clients, mais quand il y en a un qui n'a plus de réseau, nous, on lui donne de la capacité pour qu'il continue de servir ses clients. Donc ça, c'est une tradition dans ce métier-là. On essaye. Une fois, il y a eu un pays en Afrique qui un câble a été coupé. Et on a trouvé un vieux câble qui était hors service, qui passait par le Brésil. On a réussi à relier en quelques jours, à le remettre en service, à relier par le Brésil, puis remonter par les États-Unis pour revenir par l'Europe. Et on arrivait enfin à remettre l'Internet dans un pays, tout simplement parce qu'on avait retrouvé un vieux câble. Et on essaye de faire ça. La redondance, ça répond. Enfin, plus il y aura de câbles, moins ce sera fragile, on va dire. Il y avait monsieur qui voulait poser une question aussi. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous êtes rémunéré dans tout ça? Comment vous êtes payé? Alors, pour ce qui est des câbles, poser des câbles... C'est mon forfait de chez moi qui est de 20 €. Alors, on va dire autrement. Ouais. Non, chaque business est autonome. Donc, aujourd'hui, par exemple, vous êtes opérateur, admettons, vous êtes, je sais pas, AT&T, un opérateur américain. Lui, il n'a pas de navire câblier. Il veut un câble entre un pays et un autre. Il nous demande, est-ce que vous pouvez le poser? On lui met un devis, on le pose, il nous paye. Ça, c'est un business. Donc là, ce n'est pas vous qui êtes en cause, c'est ATT qui paye son câble. Nous, on le livre, comme on vous livrerait autre chose. On lui livre un câble, et puis voilà. Ça, c'est le business de pose d'un câble. Ensuite, quand on est sur un câble qui est partagé, je parlais du câble africain. Il y a un consortium qui va financer donc, les investissements, donc il va payer les coûts, et puis qui paye les coûts annuels parce qu'il faut l'alimenter, le surveiller, etc. Et ensuite, ce câble, il a une capacité qui est revendue à des opérateurs en disant, voilà, je te donne un circuit, 2 circuits, 3 circuits, combien t'en veux? Et l'opérateur qui veut l'utiliser, ça peut être un pays ou un autre, il va payer à l'année l'arrivée de l'Internet dans ce pays-là ou dans cet opérateur-là. Et lui, s'il a des clients avec un forfait, forcément, dans les coûts de son forfait, il y a les coûts qui sont liés au réseau cellulaire, au réseau téléphonique, qui sont des coûts, mais il y a aussi le coût qui paye pour que l'Internet lui soit livré. Donc ça apparaît dans votre forfait dans une petite part, mais ce n'est pas votre forfait qui finance les câbles. Des gens financent les câbles, et quand on a besoin de capacité internationale, on l'achète à quelqu'un qui a investi. Et ça, c'est une petite partie du prix du forfait. Les autres parties, ça va être le réseau terrestre, ça va être les boutiques, ça va être le téléphone lui-même. Il y a plein de choses dans un forfait. Vous voyez? Donc c'est une petite partie, en fait, ces réseaux internationaux en termes de coûts par rapport à tout le reste, on va dire. Voilà, c'est clair ma réponse?
D'accord. Donc, ce n'est pas vos forfaits qui financent ça, c'est dans vos forfaits. Si vous utilisez des liaisons internationales, forcément, Orange va payer à quelqu'un. Si ce n'est pas nous qui l'avons, on le paye à quelqu'un, l'arrivée de l'Internet. Poser une question pratique. Oui. Vous tirez un câble de Paris à New York, par exemple, mais vous allez en tirer un de Paris à New York, mais par exemple, si vous voulez en tirer un de Paris à, je ne sais pas, au Canada, alors est-ce qu'à un moment, les câbles vont se relier sous la mer ou bien non, c'est à chaque fois des câbles différents? Alors ça, oui, c'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment dire, les câbles, ils peuvent être reliés. Je vous ai montré cette carte. On va revenir un peu en arrière. La carte... Voilà, vous voyez cette carte-là. Vous voyez bien que le câble, il a une grande distance, mais il va relier plusieurs points d'atterrissage. Donc on voit bien qu'ici, les câbles sont reliés. Il y a ce qu'on appelle une branche qui se dérive. Mais à cet endroit-là, vous n'avez pas d'équipement qu'on appelle de commutation, c'est-à-dire que vous allez dire il y a une fibre optique qui va passer comme ça, entre ce point-là par exemple et puis Singapour, puis une autre fibre optique qui va aller de l'autre côté. C'est pas un réseau au sens où en France vous allez d'un point à un autre, vous avez ce qu'on appelle des commutateurs, je vais là, puis après un commutateur qui va par là, etc. C'est juste un ensemble de câbles qui, oui, peuvent se relier entre eux. Par contre, si je prends un câble indépendant qui part d'ici et qui va aller là, bah, ils vont se croiser tout simplement au fond de la mer. Hein. Ils sont l'un sur l'autre, ils se croisent, mais on fait pas. En fait, chaque câble, il est autonome. Il n'y a pas vraiment un réseau de câbles. Les câbles, ils se connectent par l'intérieur des terres, en fait, plutôt. C'est ça que je voulais dire. C'est que c'est les circuits terrestres qui permettent de relier différents câbles entre eux. On ne met pas ça dans l'océan parce que ça s'appelle des centres de commutation et il faut mettre de l'énergie, il faut les surveiller, tout ça. Donc, ils sont reliés entre eux, mais par la terre, en réalité. Toujours. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, je ne l'ai pas dessiné sur le... Là, j'ai dessiné un seul câble, en fait. Ouais, c'est un peu compliqué, mais j'ai enfin réussi à expliquer ce que je voulais. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question concernant en fait, le signal qui est envoyé dans le câble. Est-ce qu'il choisit nécessairement le chemin le plus court ou est-ce que ça arrive que du coup, il passe par un autre réseau qui appartiendrait par exemple au même opérateur? Mais est-ce qu'il peut dévier de sa route parce qu'il y a un câble qui est saturé ou Oui. Alors ça, c'est aussi une bonne question. Donc je vais prendre une carte plutôt mondiale. Voilà. Si je prends cette carte mondiale, admettons que vous voulez envoyer un message de France aux États-Unis. La plupart vont prendre une route un peu directe. D'accord ? Mais en fait, c'est pas sûr. Si toutes les routes directes sont saturées, la logique de l'Internet, la manière dont ça fonctionne automatiquement, va faire que peut-être certains messages vont passer, je ne sais pas, par le Groenland et puis redescendre, ou d'autres peuvent passer par là et repartir. Ça peut arriver. C'est rare, mais en fait, d'un point quelconque à un point quelconque de la Terre, il y a plusieurs routes possibles. Et la logique de l'Internet, c'est qu'on trouve la route la moins encombrée, qui marche le mieux à ce moment-là, etc. Et ça se fait tout seul. Donc quand vous passez, effectivement, vous envoyez un SMS, comme on disait tout à l'heure, vous ne savez pas toujours dans quel câble il va passer. Déjà, il peut passer dans plein de câbles différents sous-marins, directs, mais aussi il peut passer par plusieurs relais dans d'autres câbles. Et ça, on peut voir sur Internet par où ça passe, hein, quand on sait faire. On peut suivre la trace de son message pour savoir vraiment par quelle machine il est passé et donc par quel câble il est passé. Mais je ne sais pas s'il y a peut-être un atelier qui va vous montrer ça, mais bon, c'est un truc qui s'appelle Trace Route, et vous tracez la route, et donc ça vous livre une liste d'adresses Internet, et il y a d'autres outils que vous pouvez télécharger qui vous permettent de visualiser où sont les points, et avec un peu d'apprentissage, on arrive à voir où passe sa connexion, en fait. Alors vraiment, la toute dernière question. Bonsoir. Est-ce que vous avez des problèmes au niveau des juridictions en fonction des différents pays où vous allez poser un câble ou, comment ça s'agence Écoutez, non. C'est-à-dire que, non, pas que je connaisse très importante. Hein. Bon, il y a toujours des problèmes de juridiction, mais l'intérêt de tout le monde, c'est quand même d'être desservi.
Là, on est dans des eaux internationales, donc évidemment, on ne va pas atterrir dans un pays, à un endroit, sans demander une autorisation. C'est leurs eaux territoriales, etc. Ça demande des autorisations, mais en général, si on atterrit dans un pays, c'est qu'ils veulent l'Internet et donc ils vont donner les autorisations pour qu'on atterrisse. Donc non, il n'y a pas de grands sujets, on va dire, compliqués. Par contre, si on prend d'autres trucs qui sont en train de se faire aujourd'hui, faire passer l'Internet par des ballons, etc., ça, c'est plus compliqué parce qu'il y a le droit aujourd'hui prévoit pas ça, donc voilà. Donc non, réponse, pas de problème. Il n'y a pas non plus de problème de fréquence. Si on parlait de radio tout à l'heure, un des problèmes de la radio, c'est que ça fait des interférences. Si un pays utilise une fréquence, un autre une autre fréquence, ça peut s'interférer. Donc il y a une réglementation des fréquences qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quel pays. Là, les câbles, ils s'interfèrent jamais. Vous mettez 2 câbles côte à côte, vous en mettez 3, vous en mettez 4, ils vont jamais faire d'interférence l'un avec l'autre. Donc il n'y a pas de problème technique qui nécessite une régulation technique. Donc non, pas de problème juridique que je ne connaisse. Bon, par contre, quand il y a des pirates qui attaquent les bateaux, tout ça, ça crée des tas d'autres problèmes qui sont compliqués quand même. Eh bien, nous allons pouvoir libérer Nicolas de Massieu. C'est vrai que c'était passionnant. On va peut-être le réinviter. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.